Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Auger, je suis professeur d'économie et de finance. Bienvenue dans cette deuxième partie du cours La monnaie reconsidérée, l'économie du don et de la réciprocité. Ceci est la leçon 7, don et réciprocité, la vision des anthropologues et des nouveaux économistes. Commençons tout d'abord par explorer cette notion de réciprocité. Nous savons tous que l'être humain est un animal social, que nous sommes connectés les uns aux autres de façon plus ou moins forte, mais nécessairement, nous sommes connectés à notre environnement. Par contre, notre niveau de conscience sur ces connexions varie plus ou moins d'un individu à l'autre. Nous échangeons tous des énergies matérielles et immatérielles. Les énergies immatérielles peuvent être comprises comme étant des énergies émotionnelles, comme dans les relations affectives, mère-enfant, époux-épouse, parfois même entre patron et employé. Certainement, ces échanges d'énergie émotionnelle se passent dans les relations sociales, et quand nous allons nous diriger vers les relations commerciales, eh bien, nous observons là des échanges d'énergie matérielle. La réciprocité, donc, consiste à rendre aux autres par ce qu'on a soi-même reçu des autres. Elle peut être comprise comme un mécanisme d'échange et de retour nécessaire au bon fonctionnement des systèmes vivants. On va appeler ça la biosphère. Les biologistes ont étudié ces notions dans le royaume animal et ils ont découvert ce qu'ils appellent l'altruisme réciproque. Ce phénomène tend à opérer de façon assez prononcée dans les communautés où les individus interagissent de façon répétée. Quelles sont les origines de la réciprocité en philosophie et en économie? Donc, en premier, nous pouvons nous référer à l'ouvrage de Thomas Hobbes qui s'appelle Léviathan. Et Hobbes parle de quand un homme renonce à son droit de posséder quelque chose, c'est qu'il s'attend à recevoir ce droit dans un échange réciproque. En sciences économiques, nous pouvons remonter jusqu'à Adam Smith qui, dans ce passage fameux, parle du fait que ce n'est pas de la générosité du boucher qu'on peut attendre de recevoir sa viande, ou celle du boulanger qu'on puisse attendre de recevoir son pain, mais c'est parce que ces personnes-là attendent quelque chose en retour, en contrepartie. Dans un passage précédent, il dit même il va jusqu'à dire que, eh bien, donnez-moi ce que je veux et alors vous aurez ce que vous voudrez. Donc c'est une forme d'échange conditionnel très fort. Parlons de l'évolution de cette idée en économie et nous avons vraiment une nouvelle génération d'économistes qui sont des champions de la réciprocité. Et cet article pionnier par Fer et Gechter, dans cet article, il propose l'idée que la réciprocité permet d'expliquer certains phénomènes socio-économiques que jusque-là, le concept primordial sous-jacent à la science économique, c'est-à-dire celui de l'égoïsme individuel, eh bien, n'arrivait pas à faire. Il contraste deux types de réciprocité, la réciprocité positive, un geste de générosité souvent rendu par de la générosité en retour, et la réciprocité négative, un geste de malhonnêteté et provoquera souvent une réaction de revanche. Donc, nous allons parler d'une notion qui est proche de celle de réciprocité, qui est celle du don et du contre-don. Ces travaux remontent à ceux de Maurice Mauss, l'ethnologue, dans son livre « L'essai sur le don » en 1923. Donc, Maurice Mauss fait des études ethnologiques des civilisations en Polynésie et en Mélanésie dans le nord-ouest américain, et il pose la question suivante. Quelle est la règle de droit et d'intérêt qui, dans les sociétés de type archaïque, fait que le présent reçu est obligatoirement rendu?
Quelle force y a-t-il dans la chose qui fait que le donataire la rend? En quelque sorte, pour quelle raison la réciprocité existe-t-elle entre humains? La réponse de Mauss, qui s'inspire de ces civilisations indigènes, est cette notion de Hao. La notion de Hao, c'est l'énergie essentielle qui est contenue dans ces objets et qui est une énergie métaphysique qui crée le lien et qui nous connecte. Dans l'idée de don et contre-don de Mauss, nous allons voir qu'il y a peut-être une idée de réciprocité forcée. Mauss contraste trois obligations distinctes qui forment la réalité de ce qu'il appelle l'échange de dons. Cette expression, échange de dons, est très importante dans l'optique de Mauss et nous allons voir plus tard que ça peut mener à des confusions. Et dans son interprétation, ces trois obligations sont l'obligation de donner, de rendre et de recevoir. Donc on peut déjà concevoir que si ce sont des obligations, on a une certaine forme de réciprocité forcée. En Polynésie, la tradition s'appelle le potlatch et en Mélanésie le kula. Le terme potlatch signifie le don de cadeaux et cette tradition vient des Indiens de la tribu des Chinook et remonte au moins au XVIe siècle. Des cadeaux donc étaient échangés entre chefs de tribu et le but était de montrer à l'autre qu'on était le plus généreux. Donc c'était une forme de don ostentatoire. En Chine, nous avons un concept similaire qui est celui de guanxi, qui est traduit par réseau ou par networking en anglais. Et dans les guanxi, les individus qui participent, quand ils reçoivent une faveur, doivent la rendre plus tard. Donc c'est une obligation. Donc quand on parle d'économie du don, est-ce qu'on parle vraiment d'une économie du don libre? Et est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler d'une économie du recevoir? Est-ce que la liberté ne proviendrait-elle pas plutôt de recevoir librement? Donc examinons un scénario. Imaginez que vous êtes invité chez un ami, un très bon ami à vous. Vous pouvez substituer ça par une amie. Vous admirez un tableau qu'elle a décroché, qu'il a décroché, appuyé par terre contre le mur. Car il veut changer l'ambiance de son salon et stocker le tableau dans son débarras. Donc, cas numéro 1, vous êtes à l'aise, vous et votre ami, vous avez l'habitude de parler franc, et vous lui demandez s'il voudrait bien vous donner le tableau. Cas numéro 2, votre ami voyant l'intérêt que vous portez au tableau, vous propose très gentiment de vous le donner. Donc la question est la suivante. Quel cas de figure vous semble le plus naturel? Quel sentiment éprouvez-vous dans chacun des deux cas? Et qu'est-ce qui vous rend le plus confortable, en quelque sorte? Nous allons distinguer donc, nous allons aller plus loin dans l'analyse de Mauss et nous allons voir qu'en fait, il y a une critique de l'interprétation de Mauss qui est que Mauss parle d'échange de dons. Donc, Alain Testard et Jacques Derrida disent que en fait, le don, c'est une renonciation à tout droit sur le bien cédé, ainsi qu'à tout droit qui pourrait émaner de cette cession. En particulier, celui d'exiger quoi que ce soit en contrepartie. Donc, il y a dans le don l'idée d'abandon. Le donateur abandonne un bien, tout droit sur ce bien, ainsi que tout droit pouvant émaner de la cession de ce bien. Dans l'échange, au contraire, chacun des échangistes se trouve en droit d'exiger une contrepartie. C'est même ce droit qui définit l'échange. Donc cette expression de Maurice Mauss d'échange de dons est un peu contradictoire. En fait, il faudrait distinguer entre ce qu'on va appeler le faux don ou le cadeau empoisonné, qui est une forme d'échange forcé. Le faux don, c'est donner avec l'attente de recevoir quelque chose en contrepartie, donc ça provient d'une attitude opportuniste et calculatrice. On peut sentir le poids de la dette, d'une obligation, ça peut aliéner la relation. Il peut y avoir une pression pouvant aller jusqu'à la menace et parfois une hypocrisie pouvant aller jusqu'à la corruption. Dans l'idée du vrai don, on a
l'idée de donner sans attente de contrepartie, quelque chose qui vient du cœur, qui vient de la générosité, qui est authentique, qui donne un sens de liberté à la relation et un sens de connexion. Nous avons une notion aussi de transmission de la gratitude qui est une forme de réciprocité positive. Donc, vous avez cette vidéo de Jean-François Noubel que je vous invite à regarder, que je mettrai en lien. Mais qu'est-ce qui se passe? Par exemple, on voit aux États-Unis, vous avez une tradition de mécénat où vous avez des gens qui sont reconnaissants par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue dans leur institution, dans leur université, qui se sent une sorte de sentiment d'affiliation par rapport à cette institution. Et en 2001, par exemple, nous avions le cas d'un mécène anonyme qui donna 350 millions de dollars au Rensselaer Polytechnic Institute, qui est situé dans l'État de New York, et ce don à l'époque était le montant le plus important qu'une institution avait reçu d'un individu privé, et ce don venait sans condition sur l'utilisation des fonds. Donc nous avons ici l'idée d'un vrai don, et nous avons aussi l'idée d'une transmission de la gratitude. Donc la logique de transmission de la gratitude est que nous avons affaire à un don inconditionnel entre générations. C'est l'idée de donner à la communauté qui vous a donné, qui vous a permis de réussir. Et l'idée c'est, ils m'ont donné ma chance, je vais donner sa chance à la prochaine génération, à quelqu'un qui veut percer. Et cette logique existe dans beaucoup de pays africains et certains pays de l'Europe de l'Est. Voici quelques exemples de dons et de contre-dons. Nous avons certains systèmes d'échanges locaux, comme le sel en France, d'échanges de troc. Donc, vous avez un système un peu de monnaie, comme celui qu'on a vu, comme la monnaie sonnante, mais qui est basé sur du troc. Et cela remplit aussi une fonction sociétale de créer du lien dans la communauté. Vous savez, le partage de jardin, qui est une façon de faire face à certains besoins alimentaires. Et donc, ces associations permettent aux gens de partager une ressource et de créer et de tisser des liens et de fournir des biens et des services qui sont des dons les uns aux autres, dans ce cas des dons alimentaires. Alors vous avez à l'extrême opposé de l'idée de don, vous avez un anti-don où quand l'ultralibéralisme triomphe. Alors c'est un exemple, cela ne s'invente pas. Eh bien, en 2014, en Floride, la police arrête un homme de 90 ans parce qu'il a perpétré, entre guillemets, un crime, qui est de nourrir les sans-abri. Donc il reçoit une peine de 2 mois de prison et plusieurs amendes pour avoir enfreint une loi qui était passée cette année-là et qui interdisait la dispense d'actions humanitaires sur la place publique au profit des sans-abri. Et en quelque sorte, les autres hommes qui faisaient partie de la même organisation Love Thy Neighbor, qui sont des prêtres, ont aussi reçu les mêmes amendes. Donc parlons maintenant aussi d'une forme d'échange qui est proche du don contre don, qui s'appelle le paiement éthique. Alors l'idée est simple, un client arrive dans un endroit où il y a un service et un bien qui est sur un étalage et il se sert. Et cette personne, le client, donc laisse un paiement monétaire pour ce service dans une caisse qui est dédiée à cet effet. Donc le facteur clé, c'est qu'il
Il n'y a pas de présence d'un caissier ou d'une personne qui va vérifier que le paiement a été effectué. Donc l'échange est basé sur la confiance et sur l'honnêteté du client. Vous avez un exemple, plusieurs exemples dans le monde de restaurants, de cafés qui fonctionnent un peu sur ce principe. Et vous en avez un, par exemple, en Corée qui fonctionne sur ce principe. Vous avez une librairie libre-service en Chine, donc vous avez le lien YouTube. Et la question, c'est est-ce que ce type d'échange, de transaction commerciale, est-ce réaliste pour vous? Et voyez-vous des occasions pour lesquelles les gens paieraient au moins, ou sinon plus, que la valeur marchande de l'objet acquis? Est-ce que c'est possible? Donc, réflexion pour vous, et je vous remercie de votre attention.